Aéroport de Lviv, toujours en Ukraine. André, un guide français, accueille une famille en provenance de Paris. Bonjour Antoine. Enchanté. Antonin. Antonin a 22 ans, il est étudiant en musique. À l'origine, c'était son grand-père qui voulait lui montrer les terres de son enfance. Mais quelques jours avant le départ, il a été hospitalisé. Alors il a envoyé sa sœur Berthe à sa place. Antonin va donc plonger dans l'histoire de sa famille avec sa grand-tante qu'il connaît peu. Alors vous êtes dans votre ville natale après pas mal d'années, hein? Après plus de 80 ans. Imaginaire. Tout comme le grand-père d'Antonin, son frère, Berthe a grandi à Lviv, une ville que la famille a fui au début des années 30, avant la guerre, alors que montait l'Antiquité. Tchernitsy, 240 000 habitants, dans l'ouest de l'Ukraine. À la fin du printemps, cette ville impériale au charme désuet attire ses premiers visiteurs. Parmi eux, Sylvie. Si cette jeune retraitée y commence ses vacances, c'est parce qu'elle est sur les traces de son oncle Joseph. Il vivait ici en 1941. Elle a recruté une guide, Zoya, qui l'a aidée à préparer son voyage. Zoya a retrouvé par exemple une adresse importante grâce aux documents que Sylvie lui a envoyés. C'est derrière cette porte. J'ai questionné de la famille en Israël qui m'avait dit que mon oncle a vécu ici et avait travaillé dans une sorte d'atelier où il vendait des vêtements. Problème. Pour accéder à l'atelier de l'oncle, il faut un code. On voudrait entrer là-bas, au numéro 19. Auriez-vous le code ? 1, 3, 4, 6. Vous appuyez une fois. Oh, miracle. Un miracle. Merci, mon Dieu. Et c'est pour ce genre de miracle qu'elle a traversé toute l'Europe. Découvrir une cour, même déserte, même complètement transformée. Zoya, elle, cherche à recueillir des informations. Il ne sait rien du tout. Il est juste venu rendre visite à des proches. À travers l'histoire de son oncle tailleur, Sylvie veut comprendre ce qui est arrivé à sa famille, disparue en Ukraine en 1941. C'était l'époque de la Shoah par balle. Les nazis fusillaient les juifs par dizaines de milliers. Je suis contente de pouvoir entrer là et de voir, je pense, le lieu où il a vécu pratiquement les dernières années de sa vie. C'est un petit pas de plus dans ma recherche et puis les souvenirs que je peux retrouver de ma famille, des derniers témoignages. Comme Sylvie, chaque année, des centaines de descendants de victimes de la Shoah par balle font le voyage vers l'Ukraine, mais aussi vers la Pologne et la Roumanie. Ils consacrent parfois toutes leurs vacances à leur recherche. Comme Antonin, 22 ans, qui revient avec sa grand-tante Berthe sur les lieux où elle est née avant de fuir l'antisémitisme. Comme Oran et son frère Rémi, qui étaient loin de soupçonner leur passé familial il y a encore quelques mois. C'est parce que les chercheurs et les écrivains s'intéressent depuis peu à cet épisode de l'histoire que les touristes de la mémoire sont de plus en plus nombreux. La fréquentation a augmenté d'environ 70% au moins, sur les, disons, 5-7 dernières années. Ces vacanciers détectives ont un nom, les arpenteurs. Au commencement de leur voyage, il y a souvent une carte postale. Celle-ci a été griffonnée en 1941 par Joseph, l'oncle de Sylvie. C'est son dernier signe de vie. Il y explique qu'il vient de s'installer dans la petite ville de Chortkif avec sa femme qui attend un bébé. Une nouvelle étape dans la vie de l'oncle et dans le voyage de Sylvie.
Mais cette fois, elle n'a aucune adresse, aucune information. À Chortkiev, elle espère rencontrer des témoins de l'époque. Première tentative à la sortie de la messe, avec une traductrice. Savez-vous ce qui s'est passé ici entre 1942 et 1943? Pas vraiment, mais vous devriez aller au monastère. Il y a une association, Caritas. Des personnes âgées y habitent. Aujourd'hui, c'est une maison de retraite. Vous y trouverez une vieille femme, Maria Stepa. Elle connaît beaucoup d'histoires, elle pourra vous aider. Si vous pouvez remercier que je suis très touchée de m'aies parlé. Cette dame vous remercie. C'est vraiment dommage qu'on n'en sache pas plus. Merci. Que Dieu vous protège. Merci. Des rencontres, souvent brèves, sans lesquelles les arpenteurs ne pourraient avancer. Alors qu'elle tient une piste, Sylvie est submergée par l'émotion. C'est d'un seul coup, ça montait, ce qui n'est pas sorti hier. Comme si j'approchais d'informations que j'ai pas envie d'entendre parce que je sais que c'est trop terrible. Et c'est quand même la fin de vie d'un oncle qui avait 20 ans. J'ai vu quelqu'un qui passait avec un enfant par là, mais il me semble. Bonjour, vous êtes de l'association Caritas? J'arrive, je descends. D'accord. Bonjour. Bonjour. Caritas, c'est là-bas. On pourra la voir là-bas? Oui, oui, vous la verrez. Un jour, les Allemands ont rassemblé les Juifs du village pour les conduire dans un endroit reculé et sans doute les fusiller. La vieille dame que Sylvie va rencontrer a vu quelque chose. Maria Stepa a 88 ans. Qui êtes-vous? Cette femme est venue de France. Elle cherche ses proches. Ils étaient ici, pendant la guerre, dans le ghetto. Très vite, les souvenirs refont surface. À l'époque, elle avait 17 ans. J'habitais dans la région de Chortkiev et j'ai vu les ghettos. J'ai vu des personnes âgées et des mères avec leurs bébés qui ont été menés je ne sais où, soit pour les fusiller, soit pour les amener autre part. Des mères et des bébés. Sylvie relève tout de suite l'information. Mon oncle et sa femme étaient ici, et sa femme attendait un bébé. Donc ils étaient peut-être dans les gens qu'elle a vu passer. Les mères portaient leur bébé dans leurs bras. Ils pleuraient. Tout le monde était épuisé. Ils marchaient pendant des kilomètres. Où les gens étaient... Vous souvenez-vous dans quelle direction les Juifs étaient emmenés? En dehors de la ville? Si c'était dans une forêt? Moi, je ne sais pas. Mais on a parlé d'un village près d'ici, Kopechenevski. C'est là probablement qu'ils étaient amenés. Mais je n'en sais pas plus. Un autre village, la suite de l'enquête. Sylvie aura-t-elle la force de s'y rendre? Pour l'heure, elle médite sa rencontre avec Maria Stepa. Je suis une petite jeune de 60 ans pour elle qui a 88 ans. Et vraiment, elle m'a pris la main et m'a répété plusieurs fois, il faut transmettre, il faut l'écrire et il faut le dire aux jeunes générations. Et c'est justement parce que sa famille ne lui a jamais parlé de cette époque que Sylvie arpente aujourd'hui les routes d'Ukraine. Quand j'étais plus petite, je posais des questions. Je me rappelle entre 12-13 ans et ma mère, au bout de 5 minutes que je lui posais des questions, elle se mettait à pleurer. Alors j'ai posé des questions 1 fois, 2 fois, 3 fois et puis j'ai arrêté, quoi. Comme beaucoup. Et la sœur de ma mère qui a vécu avec nous, elle parlait pas du tout parce qu'elle a été déportée et j'ai jamais pu l'interroger. C'est après la mort de sa mère que Sylvie a fait son premier voyage en Ukraine, seule, il y a 11 ans.
Mais d'autres arpenteurs ont la chance d'emmener leurs proches dans l'aventure. Aéroport de Lviv, toujours en Ukraine. André, un guide français, accueille une famille en provenance de Paris. Antonin a 22 ans, il est étudiant en musique. À l'origine, c'était son grand-père qui voulait lui montrer les terres de son enfance. Mais quelques jours avant le départ, il a été hospitalisé. Alors il a envoyé sa sœur Berthe à sa place. Antonin va donc plonger dans l'histoire de sa famille avec sa grand-tante, qu'il connaît peu. Alors vous êtes dans votre ville natale après pas mal d'années, hein? Après plus de 80 ans. Imaginez. Tout comme le grand-père d'Antonin, son frère, Berthe a grandi à Lviv, une ville que la famille a fui au début des années 30, avant la guerre, alors que montait l'antisémitisme. Berthe n'avait que 3 ans. Alors, ici, on comprend rien, hein. Même les écritures, on comprend rien. C'est cyrillique. Hein. Ah oui. Pendant 4 jours, Berthe va redécouvrir avec Antonin un pays qu'elle a entièrement oublié. Lviv est la 7e ville d'Ukraine. Ses quartiers Renaissance aux façades colorées lui valent le surnom de Florence de l'Est. Mais ce charme n'opère pas sur tout le monde. J'ai pas du tout envie de ramener des choses d'ici. Il y a plus de mauvais souvenirs que de bons. L'histoire des Juifs persécutés en Ukraine, Antonin la connaît peu. J'ai eu l'occasion d'en parler un petit peu avec mon grand-père avant de partir, mais ouais, c'est clairement une partie de l'histoire qu'on n'apprend pas tant que ça en fait en cours. Enfin, moi en tout cas dans les programmes que j'ai étudiés, on ne parle pas vraiment de l'Ukraine qui est passée des soviétiques aux nazis. Tout ça, on n'apprend pas quoi. 3 générations plus tard, Antonin promène un regard plus léger. La ville de Lviv, il la trouve plutôt accueillante. Je découvre 100% de tout ce qui est en train de se passer. C'est mignon, c'est agréable, j'aurais pu naître là, ça ne m'aurait pas dérangé plus que ça. Berthe, justement, est née dans ce bâtiment en 1928. Une maternité plutôt jolie, qui va faire naître un premier sourire sur ses lèvres. J'adore le style mauresque, avec vraiment cette coupole. Dans un endroit magnifique, hein. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un petit hôpital de province et je vois une superbe bâtisse. Étape suivante, ce petit village où habitaient les cousins de Berthe. Il y a 80 ans, tout le monde vivait ici au rythme de la culture juive. Il n'en reste que cette synagogue en ruine, juste à côté du marché. Savez-vous qu'ici, c'était un marché juif autrefois? Les Juifs, ils sont au cimetière, là-bas. Berthe va retrouver des parfums familiers, ceux des plats que cuisinait sa mère, ceux des boutiques d'un quartier juif parisien. On vendait tout fait dans les magasins, dans le Marais, quoi, rue des Rosiers, on vendait ça, du Rhein. C'était râpé, c'était un assaisonnement. Je l'ai jamais vu comme ça. Et qu'importe si Antonin n'a jamais goûté ces légumes. Aussi lointaine que soit la connexion, je me sens quand même en train de découvrir un peu les racines, c'est le cas de le dire. Entre les deux arpenteurs, une complicité voit le jour. Mais je savais pas que papy avait travaillé dans la fourrure. À quel âge? André, lui, se prépare déjà à accueillir d'autres clients. Cela fait 10 ans que ce Français d'origine polonaise organise des séjours généalogiques avec son association. Pour le repérage, les billets d'avion de ses clients et leur chambre d'hôtel,
il prend autour de 1 000 € par semaine et par personne. Si demain, ce sera un frère et sœur, ils sont à la recherche de leur histoire, quelque chose de formidable. Ils essayent de répondre au silence des parents, des grands-parents, et renouer avec leur propre histoire. Je me sens privilégié. Chaque fois, c'est un film. Chaque fois, c'est un livre, quelque chose d'incroyable. En Pologne, dont il passe à présent la frontière, et jusqu'en Russie, André organise une vingtaine de voyages par an. En temps normal, il habite à Strasbourg. Bonjour. Bonjour Oran. Dzień dobry. Shalom Aleichem. André. Bonjour. Rémi. Bonjour alors. Rémi est réalisateur, Oran est comédienne. Ils ont à peine 30 ans. Avec André, ils ont minutieusement préparé leur voyage, par email et par téléphone. Mais d'emblée, Oran l'avertit. Nous, on ne connaît rien à la culture juive, on ne parle pas yiddish et on n'y connaît rien du tout. Voilà, parce que notre grand-mère, elle n'a jamais rien dit. Alors je vais vous donner un cours. Alors ça, c'est déjà le dossier sur notre association qui regroupe des survivants, mais de plus en plus de gens, de jeunes comme vous. D'accord. Pas seulement des petits-enfants. Et des petits-enfants. La deuxième génération. Deuxième génération qui arrive. Ces novices sont sur les traces de leur grand-oncle, Léon. Ils ont lu dans les mémoires de leur grand-père qu'il a vécu ici en 1939, dans cette ville polonaise de Przemyśl. Le problème, c'est qu'ils ne disposent d'aucune autre information, pas même d'une adresse. Moi, j'ai pensé à la poste. Vous savez, les facteurs. Oui. Ils avaient... quand on est dans un appartement, il y a forcément les noms des gens qui habitaient dans cet immeuble, les recensements, les trucs comme ça, non? Mais avant de se lancer dans de telles recherches, André veut tout simplement leur présenter la ville. Une balade pour faire naître des images qui les aideront à se raconter l'histoire de cet oncle. Je pense qu'on doit voir la gare là. Tout à fait, la gare est tragique parce qu'on déportait les gens d'ici vers le site d'extermination Bełżec. En fait, la gare, s'ils découvrent aujourd'hui Przemyśl, Oran et Rémi ont en revanche beaucoup bûché sur l'histoire de leur famille. Il y a des moments quand on fait l'arbre, quand j'étais en train de travailler sur l'arbre généalogique, où je place les photos, je place les personnes, puis on voit qu'il y a 9 frères et sœurs de notre grand-mère, et puis après, en dessous, il n'y a plus rien. Sur ses frères et sœurs, 7, dont Léon, ont disparu pendant la Shoah. Où et comment sont-ils morts? Le sont-ils vraiment? Que sont devenus leurs enfants? Nous, on a toujours un peu d'espoir de découvrir quelque chose, même si les chiffres parlent, comme on dit, mais voilà. Des petits cousins, quoi. Ouais. Des petits cousins, pourquoi pas. Il n'y a quand même pas beaucoup d'espoir. Non. Alors pourquoi vous venez? Parce qu'on a toujours de l'espoir, on est des êtres humains. Mais cette faible lueur d'espoir ne va pas tarder à vaciller. André les conduit dans l'ancien ghetto de la ville, un quartier prison où vivaient 27 000 juifs en juin 1941. 6 000 d'entre eux furent tués sur place. L'oncle Léon était-il parmi eux? C'est une immense fosse commune. Alors on jetait des victimes, on mettait... Mais là, sur ce... Juste là où il y a des fleurs qui poussent. Aujourd'hui, c'est l'école maternelle dans les bâtiments. Ce qui est incroyable ici, il y a toujours... L'école maternelle, il y a des enfants tous les jours ici. Oui, c'est une école maternelle. Et les gens, en fait, ils ont été déterrés ou jamais déterrés? Ils sont toujours en dessous? Ils sont toujours en dessous. Ah, d'accord. Dziękuję. Il se peut qu'il soit passé par là, donc. Et peut-être qu'il est là même. On ne sait pas. Voilà.
Mais quelques heures plus tard, l'enquête va connaître un rebondissement. André les aide à traduire des courriers de famille rédigés en yiddish et en polonais. Autant d'indices qu'ils avaient à portée de main, mais qu'ils ne pouvaient pas décrypter. Ils sont depuis près de 2 heures dans ce café. Alors, chère tante, nous vous offrons... Et soudain, une information. En octobre 1941, l'oncle écrit à sa sœur en France, d'une autre ville que celle qu'Oran et Rémi viennent de visiter. Ne m'oubliez pas, et merci pour l'envoi, Léon et Adolphe. Alors, Léon et Adolphe, ça veut dire que Léon était dans les ghettos à Rzeszów. Est-ce que c'est possible? Oui, puisque c'est écrit. Une nouvelle piste vient de s'ouvrir. C'est ainsi qu'avancent les arpenteurs, à tâtons, éliminant les hypothèses. Pour eux, l'histoire ne s'écrit pas dans les livres. On veut savoir, quoi. On veut voir de nos propres yeux et pas par ce qu'on nous raconte. Nous, ce qu'on veut, c'est connaître notre histoire par nous-mêmes. Et pour connaître sa propre histoire, il faut être prêt à remettre en cause, en l'espace d'1 minute, des décennies de certitude familiale. Pour ce guide ukrainien qui accompagne chaque année une centaine d'arpenteurs, c'est le prix de l'aventure. D'une certaine manière, enquêter sur la généalogie juive, c'est un peu comme chercher des champignons dans la forêt. Vous ne savez jamais à l'avance ce que vous allez trouver et où vous allez le trouver. Les arpenteurs et les guides sont un peu des Sherlock Holmes. Pas vraiment, parce qu'il enquêtait sur des affaires criminelles. Mais c'est vrai, il y a quand même des similitudes. Il y a eu beaucoup de sang et d'injustice. Ce matin, Antonin, qui poursuit son voyage avec sa grand-tante Berthe, est d'humeur malicieuse. Il faut absolument que tu vois l'intérieur du taxi. Voilà. Bienvenue dans la jungle. Aujourd'hui commence pour lui une nouvelle étape du voyage. Depuis son lit d'hôpital à Paris, son grand-père en attend beaucoup. Antonin doit collecter des informations sur les grands-parents de son grand-père et de Berthe, qui, eux, n'ont jamais rejoint la France. Nous sommes à Ravarouska, leur ville, toujours en Ukraine, devant un terrain vague sans stèle, sans même un panneau. Il y a des milliers de personnes qui reposent ici, qui ont été assassinées ici, ou des personnes qui sont mortes de faim, de maladies dans les ghettos. Il est possible que mes grands-parents soient enterrés là. Il y a une forte possibilité. On ne saura jamais à 100%, mais... À ce moment précis, Antonin a une pensée pour son grand-père. Là, on est vraiment au centre de sa mission. En tout cas, d'une partie de sa mission à lui, celle dont il m'a parlé. Et voilà, moi, ça me fait quelque chose. Là, j'ai du mal à marcher sur des terrains comme ça. Ouais, je me doute. Dis-moi quand tu veux arrête-toi quand tu veux t'arrêter. J'ai pas envie de marcher là-dessus. Ah, attends, André? André? Attends. Les grands-parents de Berthe et du grand-père d'Antonin habitaient à quelques rues de là. André, le guide, a déjà repéré les lieux. Il a retrouvé leur maison grâce à une carte postale que la famille lui a donnée. Alors vous voyez, ça c'est Mickiewicza 54. La rue a changé de nom 4 fois. Alors la carte a été bien envoyée d'ici. De cette maison-là. 70 ans après, la maison est intacte. Les grands-parents y ont vécu quelques mois
avant d'être envoyée dans le ghetto. Sur le perron, la propriétaire ukrainienne ignore tout de ce passé. Est-ce que vous aimeriez entrer dans la maison? Oui, j'aimerais bien, mais j'ose pas lui demander. J'ai peur de la gêner. Elle nous attendait pas. Elle vous invite. Oui. Berthe et Antonin vont découvrir un intérieur exigu, que se partageaient pas moins de 3 familles juives. Elles vivaient ici discrètement, pendant que les Allemands s'installaient en ville et préparaient les rafles. Pour les Allemands, c'était encore trop confortable et ils les ont déplacés vers le ghetto. Alors on peut imaginer les conditions là-bas. Ah, il y a aussi une grande cave en bas, sur toute la longueur de la maison. Il y en a peut-être qui habitaient dans la cave. Je peux vous la montrer si vous voulez. Dziękuję. Je pense que ça fait... c'est trop. Merci. J'espère qu'ils n'habitaient pas dans la cave. Avant de laisser repartir ses visiteurs, la propriétaire ukrainienne va faire un geste symbolique. Vous serez toujours les bienvenus. C'est assez ouf qu'on ait réussi à retrouver la maison, à rentrer dans la maison, à établir un gros contact. Ouais. Et le contact s'établit aussi de plus en plus entre Antonin et sa grand-tante. Un voyage en forme de rapprochement familial. On n'a jamais passé autant de temps ensemble et donc forcément on se redécouvre un petit peu. On n'a jamais parlé comme ça, non, jamais. C'est sûr, c'est sûr. Il a fallu venir ici pour nouer des liens. C'est ça. De ce côté-là, ça me fait plaisir. Ça me fait très plaisir. Le lendemain, André, le guide, a prévu une dernière visite. Il veut leur montrer un endroit dont le grand-père d'Antonin se souvient très bien. Une cour où il jouait avec sa petite sœur Berthe, devant le moulin où travaillaient leurs parents. J'essaye de m'imaginer. Ils devaient se parler d'un balcon à l'autre, comme ça, tous les enfants jouaient dans la cour. Oui, donc j'ai fait mes premiers pas dans cette cour. Ils vont choisir ce moment pour passer un coup de téléphone. Allô? Oui, papy, c'est Antonin. Oui. Ça va? Oui, ça va. Ça te fait quoi qu'on soit là? Toi, t'es loin, mais est-ce que tu sens un petit peu l'émotion? Voilà. Tout le monde est super gentil avec nous, on est très très bien reçus, tous les gens nous laissent rentrer chez eux, c'est super agréable. Oh bah alors là, ça va. C'est dommage que je suis malade. Je vais prendre plein de photos, t'inquiète, je vais ramener beaucoup de photos. T'as retrouvé la maison et les parents? Ouais. Et du coup, voilà, on a retrouvé la maison, on a même pu sympathiser avec la dame qui habite là-bas maintenant. Et dans quelles circonstances ils sont morts? Alors ça, on sait pas trop, on a du mal à savoir. On en reparlera. On a eu quelques renseignements, mais c'est assez flou. C'est assez flou, c'est dur d'avoir des informations là-bas après tant d'années. D'accord, je vous souhaite un bon voyage encore alors. Merci, c'est gentil, papy. Bon rétablissement à toi. Merci. Allez, À bientôt, Charles. à bientôt. À bientôt. En fait, je ne sais pas si on peut le dire, mais on ne peut pas le dire, mais ils sont dans la fosse commune de Ravarouska, où on est allé hier, et j'ai pas voulu marcher sur cette terre. Et c'est là qu'ils ont fini, mais on ne peut pas le dire à mon frère qui est à l'hôpital maintenant. Et c'est super, on entend qu'il est, qu'il est heureux, ça s'entend. C'est dur à entendre d'une oreille extérieure, mais ça s'entend qu'il est content qu'on soit là pour lui, même si lui, il peut pas l'être. Arpenter, c'est savourer ces instants d'accomplissement. Mais c'est aussi parfois braver l'impossible. Nous retrouvons Sylvie dans une forêt de tombes, toujours en Ukraine. Finalement, elle a gardé pour un prochain voyage les suites de l'enquête sur son oncle. Aujourd'hui, elle recherche la sépulture de sa grand-mère. Elle est morte d'épuisement dans le ghetto tout proche. Sylvie tient en main un document précieux qu'elle est allée chercher en Israël.
c'est la petite fille du fossoyeur de ce cimetière qui le lui a donné. Il a dessiné toutes les pierres tombales des Juifs, dont celle de la grand-mère de Sylvie. Il a aussi dressé un plan du cimetière. Il y a tellement de tombes et l'indexation qui a commencé à être faite n'est pas complète. Je suis venue exprès pour ça, alors je ne vais pas m'arrêter pour l'instant. Et je regarde encore un peu là. Sylvie n'est pas venue seule. Elle a demandé aux responsables de la communauté juive locale de l'accompagner. Elle espérait qu'il ait répertorié les tombes et qu'il l'aiderait. Mais l'homme se montre peu coopératif. Il semble lui aussi perdu dans ce cimetière de 17 hectares. Je garde le sourire pour pas que la porte se ferme, mais c'est quand même... Je sais pas s'il réalise ce que c'est de venir jusqu'ici, même de France, et puis de rien trouver. Ça vous décourage un peu? Je respire, puis je vais prendre quelques photos pour mes amis, pour leur donner une idée de ce que c'est ce cimetière. Malgré le plan et le dessin, elle ne trouvera pas cette fois la tombe de sa grand-mère. Sylvie cherche à reconstruire sa propre histoire familiale. Mais les arpenteurs qui sont allés au bout de ce chemin cessent-ils pour autant d'arpenter? Rohatyn, un village d'Ukraine. Marla y revient pour la 12e fois. Cette avocate américaine qui vit à Paris est accompagnée de son mari Jay, ancien ingénieur dans la Silicon Valley. Marla a déjà trouvé beaucoup de réponses sur les 70 membres de sa famille qui ont disparu ici même pendant la Shoah. C'est désormais pour tout le village qu'elle s'est investie d'une mission étonnante. C'est une connexion avec le passé. Et ce n'est pas seulement un héritage pour la communauté juive, mais pour toute la communauté de Rohatyn. Pour une communauté où vivaient avant la guerre des Polonais, des Juifs, des Ukrainiens. Avant la guerre, il y avait à Rohatyn 2 cimetières juifs. Quand les Allemands ont occupé le village en 1941, ils les ont saccagés. Avec les pierres tombales, ils ont pavé des routes, construit des bâtiments. Ces morceaux de sépulture restent aujourd'hui éparpillés dans le village. Le grand projet de Marla, c'est de les retrouver. Pour cela, elle est aidée par la population. Cette pierre, qu'elle découvre sur le bas-côté, c'est l'ancien instituteur du village qui vient de la repérer. Elle a refait surface après les violentes pluies de la veille. C'est un boulot énorme et ça ne s'arrêtera jamais. Les Juifs vivaient à Rohatyn depuis 400 ans. Ils étaient 10 000 avant la guerre. Et selon moi, il y aurait entre 5 000 et 10 000 tombes juives réparties un peu partout à Rohatyn. On peut dire que ça fait 70 ans qu'elles attendent qu'on les retrouve. Et aujourd'hui, nous sommes là pour les ramener à la maison. La maison, c'est l'ancien cimetière, tout proche. Jay, c'est une activité très fatigante, non? Surtout pour un vieil homme. Ouais, merci. En 2 ans, grâce à Marla et Jay, une centaine de pierres ont retrouvé leur place. L'extermination des Juifs, c'est une destruction des corps au sens propre, mais c'est aussi la destruction de toute une culture. Personnellement, je ne peux pas voir ces pierres dans la ville et ne rien faire. Je ne peux pas. C'est la même chose qu'un enfant abandonné. Ces tombes sont comme des enfants. J'ai le sentiment que j'ai toujours été faite pour cela. C'est la chose la plus gratifiante que j'ai jamais faite. Exhumer les destinées tragiques de ses ancêtres.
vivre une aventure, pour au bout du compte, écrire sa propre histoire. C'est à l'Opéra de Lviv qu'Antonin, Berthe et André ont terminé leur périple, comme apaisés après les épreuves. C'est une belle manière de finir, très belle manière de finir. Sylvie, elle, a fait cap sur la Roumanie et ses monastères colorés. Ça me permet de me vider mais de la lourdeur des choses que j'ai pu ressentir, que ce soit dans le cimetière ou la synagogue. Et à la fois, il y a le soleil, il y a l'arbre, il y a un petit vent, puis ce calme. Puis c'est tellement beau ici. Quant à Oran et Rémi, c'est par un clin d'œil à leur grand-oncle Léon qu'ils s'apprêtent à quitter la Pologne. Ils vont poser en frères et sœurs, comme lui 80 ans plus tôt, devant le même monument de sa ville. C'est vraiment la même chose. Sur ces terres d'Ukraine et de Pologne qu'ils n'auraient probablement jamais foulées si leurs ancêtres n'y avaient pas disparu, ces arpenteurs reviendront. Dès l'an prochain, peut-être.